Frédéric, il y a encore 2-3 personnes à faire rentrer, peut-être? Oui, merci. Le quart d'heure clermontois n'est pas... Il n'est pas tout à fait passé, il reste 3 minutes. Voilà, on va fermer la porte. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là dans cette très belle salle de la municipalité que chaque année j'ai l'occasion de remercier. Et je voulais aussi saluer Bertrand Nouaille et Madame Elsa Marion pour avoir permis à une classe de Blaise Pascal, que je salue et que je remercie aussi d'être là, de venir parler de l'avenir, j'espère, avec nous, les plus anciens, et que j'espère qu'ils n'hésiteront pas à poser des questions tout au long de la matinée. Je sais que vous devez impérativement partir à 12h30, il n'y a aucun souci, il faut faire ce que vous devez faire. Voilà. Alors, civiliser, quel lien avec notre santé mentale? Hier, nous avons plutôt fait le lien avec santé mentale, là plutôt avec civilisation, mais on parlera des deux et de ce lien indispensable. C'est plutôt civiliser et se civiliser, la régression, l'éducation et le lien avec nos colloques, puisqu'il y a quand même comme une trame. Alors, ce thème, bien sûr, est d'actualité, puisqu'il est grande cause nationale, et le souci est déjà présente chez nos penseurs les plus célèbres depuis longtemps. Pour Norbert Elias, une civilisation, c'est un processus. Alors certes, le processus de contrôle des pulsions et d'éducation des sens et de la sensibilité, ça va dans le sens de la civilisation, mais on peut penser qu'il existe une sorte d'entropie, comme la nomme Alain Petit, qui va nous parler tout à l'heure, et que des périodes de régression s'intercalent entre les périodes de progrès. Rien n'est acquis partout, entièrement et pour toujours. C'est peut-être quelque chose de ce genre que nous observons actuellement. On aura toutes les journées pour débattre, car si le progrès technique est incontestable, ce n'est pas le progrès moral. Alors, plutôt que civiliser, il est plus juste de dire se civiliser. On ne peut pas civiliser quelqu'un d'autre que soi, il faut que chacun se civilise lui-même, en participant de la volonté commune d'accepter des lois, des règles communes, des us et coutumes. Il s'agit de se civiliser, de s'humaniser aussi. Bien sûr, les enfants ne peuvent pas le décider pour eux-mêmes. C'est là le rôle de l'éducation et de la transmission, qui sont deux termes inséparables de civilisation. L'éducation comme la transmission ont fait l'objet de codification, entre autres dans des rituels très variés, on en parlait avec monsieur le préfet hier, qui permettent aux jeunes de s'intégrer peu à peu comme membres de la communauté qui partage cette civilisation. C'est aussi pourquoi il n'y a pas une civilisation, mais des civilisations. Pour introduire notre travail d'aujourd'hui, j'ai choisi de citer 3 auteurs. D'abord, Freud dans Malaise dans la civilisation. Cet ouvrage est à lui seul un lien entre civilisé et santé mentale. Et on voit comment il a pu dire que gouverner, soigner, éduquer étaient des métiers impossibles, car c'est vrai que c'est sans doute les choses qui, par la nature même de l'humanité, sont le plus difficiles à codifier, canaliser. Alors, le deuxième auteur, je vais d'abord revenir sur civiliser avec santé mentale. Je ne voudrais pas qu'on prenne santé mentale comme à la lettre, comme opposée à la pathologie, ni dans le seul cadre de médecine et le côté psychosocial. On va partir de
conclusion un peu d'hier, la santé mentale, c'est essentiellement la capacité de s'en sortir avec la finitude humaine, de s'ouvrir à l'altérité, et hier on a pu l'évoquer, de créer des relations avec les autres, de prendre soin des autres et d'accepter que d'autres prennent soin de nous, et d'accepter qu'il y aura toujours de l'impossible et du manque, de réagir, d'être capable de réagir quand on se cogne et se recogne au réel, et d'essayer de s'en sortir par la création et la sublimation, puisque on pourrait dire que la santé mentale, c'est pouvoir passer de la frustration à la sublimation. Mais pour cela, il faut y avoir été préparé par l'éducation. C'est ce que veut dire, entre autres, ce qu'une génération doit à l'autre, c'est la limite. Il faut peut-être laisser apercevoir que le manque est ce qui construit le désir, l'envie de vivre, et non la plénitude et le gavage. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de l'essentiel, et on peut parler d'un manque constructif seulement quand les besoins physiologiques ont pu être comblés, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans le monde pour tout le monde. Et donc, ces besoins vitaux ne sont pas les objets du capitalisme rendus indispensables dans les sociétés de consommation et de destruction massive de notre héritage commun à la planète. Aujourd'hui, certains jeunes, et je ne veux pas généraliser, je ne veux pas que nous nous mettions dans cette attitude, pensent peut-être qu'avoir un besoin de portable et de l'avoir est une nécessité peut-être plus importante que une alimentation saine, par exemple. Hier, nous avons vu le compte-rendu de jeunes à qui j'avais demandé de lire un livre, et nous avons entendu le rapport de William Hayat, et on voit qu'il y a des jeunes qui sont très, très capables de réflexion, de recul, et que peut-être les effets de la première génération qui rentre dans les réseaux a déjà repéré des choses qui sont à éviter. On en reparlera. Si on laisse croire à un jeune qu'il peut tout faire avec la technologie, si on le laisse dans l'état de toute puissance qui est propre à la petite enfance, pourquoi serait-il tenté d'appartenir à la communauté ou d'entrer dans le monde adulte pour être à son tour une ressource dans la réciprocité, la solidarité, puisqu'il peut tout? Alors le deuxième auteur, c'est Cynthia Fleury, dont la chaire de philo, qui maintenant est le responsable est aussi ici, Bertrand Nouaille, et qui est partenaire de nos colloques, parle ainsi. L'éducation, c'est un enseignement de la séparation, de cette aptitude à produire un jour une autonomie consciente de son interdépendance, mais consciente également de la solitude réelle. Ce jeu subtil de l'apprivoisement de la distance, de la coupure et de la symbolisation. Autrement dit, ce qui permet de couper sans faire disparaître, ce qui permet de maintenir la présence de ce qui est absent, c'est cela la santé mentale. Cette frustration sublimée, Freud lui donne un nom, celui de culture, civilisation. Il est impossible de ne pas se rendre compte dans quelle large mesure l'édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions instinctives et à quel point elle postule précisément la non-satisfaction de puissants instincts. Ce renoncement culturel régit le vaste domaine des rapports sociaux entre humains, et nous savons déjà qu'en lui réside la cause de l'hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter. On voit aussi là le lien entre les deux parties de notre titre. Quant à la troisième citation, elle est la réponse d'Alexandre Solzhenitsyn en 1998 à la question de Bernard Pivot. Comment voyez-vous le XXIe siècle? Et voici sa réponse. Je pense avec tristesse qu'au XXIe siècle, l'humanité va rencontrer de nombreuses tragédies, plus peut-être qu'au XXe siècle. Mais ce qui me paraît le processus le plus dangereux a déjà commencé, c'est que le type culturel de l'homme tel que nous sommes habitués à le connaître depuis des siècles commence, sous nos yeux, à dégénérer en un type technogénique. C'est une transformation psychologique qui risque de devenir biologique. L'homme tel que nous l'avons vu a toujours été le sujet de l'histoire et aujourd'hui, il se transforme en un copeau du progrès technique.
Celui-ci, durant des siècles, avait toujours eu tendance à entamer la nature, et maintenant, il commence à entamer la culture et l'homme. Cet élément technique enlève à l'homme sa personnalité, son âme. C'est une transformation psychologique terrible. Sous nos yeux, nous perdons la réflexion, la concentration. Au lieu de cela, nous avons un torrent d'informations. Il remplace la vie de notre âme. Alors, évidemment, il avait été très visionnaire. Et c'est peut-être quand on voit le problème des écrans et des réseaux sociaux, largement débattu hier, que son analyse a été la plus visionnaire. On a parlé du rapport récent de la commission d'enquête sur TikTok. C'est quand même très inquiétant, puisque ça peut entraîner la transformation psychique d'enfants et de certains jeunes en construction. Mais cela renvoie les adultes à leurs responsabilités, justement sur la santé mentale, sur leur santé mentale, c'est-à-dire pour la possibilité pour l'humanité de poursuivre son évolution ou d'en sortir, ce qu'on voit bien, certains manifestement, par l'investissement d'énergie et d'argent qu'ils ont mis, souhaitent probablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser les avancées de la science et de la technique. J'ai été médecin et je pense que c'est un domaine où vraiment on ne peut qu'être très heureux que beaucoup de techniques et beaucoup de sciences aient pu rendre moins de souffrance et plus de confort dans des maladies souvent terribles. Mais il s'agit de garder cet esprit scientifique, de logique, s'appuyant sur les démonstrations, des preuves congruentes, adaptées à chaque discipline, des expériences reconnues comme reproductibles et des croyances et des raisonnements non scientifiques appliqués à la science. C'est ce qu'on voit maintenant apparaître et c'est ce qu'il ne faut pas laisser. Il faut être capable aussi de refuser certaines choses, et en particulier l'alliance aliénante de la technologie au capitalisme du néolibéralisme. Mais ça, c'est l'éclairage de l'éducation, toujours elle, par l'esprit critique qui permet d'y accéder. De même, en ce moment, on voit beaucoup de professionnels qui alertent sur la confusion entre science, bien-être. Il y a beaucoup d'ouvrages sur la santé mentale et ils sont mélangés dans le même rayon. C'est aussi de la responsabilité de chacun de faire apparaître cela. Il y a 2 ans, puisqu'on fait aussi le fil des colloques, nous avons parlé longuement de la transmission. Et nous avons vu à quel point elle est importante pour que tienne une civilisation et même pour que des humains fassent société. Nous avons aperçu l'année dernière la nécessité d'instaurer une transcendance, de mettre un lien fort et commun au-dessus des intérêts particuliers. Et on avait constaté qu'on ne fabrique pas le sacré, on le transmet. Et de même, il faut de la transcendance dans le politique. Le peuple ne doit pas être pris dans l'acception du populisme bien répandu de nos jours, ni dans celle de la majorité, en particulier la majorité tyrannique de Tocqueville, mais bien plutôt dans celle de la volonté générale de Rousseau. Le peuple avec un grand P, pourquoi ? Bien parce que ça constitue le meilleur de chacun de nous, et on a vu hier qu'il y avait beaucoup de mauvais aussi en nous, avec Bruno Falissard et Monette, on a fait une discussion autour de ça, et donc mettre au service de chacun par une frustration acceptée, et c'est ce que doit faire advenir normalement le politique, c'est même une grande partie du processus de civilisation, et il est actuellement bien en mal. Alors voilà des points à partir desquels nous allons essayer de comprendre ce qu'est une civilisation, comprendre pourquoi chaque humain doit entrer au plan singulier dans le processus d'humanisation, terme cher à Jean-Pierre Lebrun, et au plan collectif dans le processus de civilisation. Et pour réaliser ces 2 processus, eh bien, il faut accéder à la parole, et le petit homme dans sa néothénie, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini comme être en devenir avant longtemps, a absolument besoin de ceux qui le précèdent et qui l'entourent. Cet accès au langage m'a toujours fasciné parce que c'est la façon de voir comment l'être de la nature le plus démuni et le plus vulnérable qu'est le nouveau-né humain
Comment? Eh bien, à partir du manque le plus radical, il arrive à se socialiser la plupart du temps. Et lorsque ce langage est acquis, il est le support de nos liens relationnels, sociaux, culturels, qui eux-mêmes sont le moyen de la santé mentale. Alors nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres, non pas les uns à côté des autres. Il y a longtemps qu'Aristote disait que l'homme était un animal politique. Et on a l'impression qu'on n'est plus vraiment les uns avec les autres. Alors, et pour permettre ce vivre ensemble, ce qu'une génération doit à l'autre, c'est la limite, disait Pierre Legendre. On peut ajouter que les adultes doivent aux enfants de les faire entrer dans le principe de réalité dont les limites sont une conséquence. Il y a la belle histoire du Père Noël et l'âge pour y croire, mais il y a la nécessité de l'entrée progressive dans la réalité, dans les impossibles. Les premiers interdits, pas toujours nécessairement expliqués, ont leur raison d'être, et l'apprentissage de la frustration est indispensable pour arriver à accepter peu à peu la réalité qui, de toute façon, s'imposera. Alors, qui va aujourd'hui poser les interdits? Qui va dire explicitement « tu ne tueras point ». Nous avons tous les jours la preuve que cela n'est pas une évidence et que tous les jours, des jeunes passent à l'acte sans parfois même savoir ce qu'ils ont vraiment fait. Alors, transmettre les limites, c'est aussi faire prendre conscience des limites imposées par la vie et des limites des ressources planétaires. La transmission, c'est aussi la transmission de la biologie propre à l'homme. Nous savons que nous ne pourrions pas tous vivre dans cette salle dans les conditions des anciens cueilleurs-chasseurs. Certains seraient, peut-être presque tous, mais plus près de nous, on assiste aujourd'hui à un affaiblissement des capacités physiques des jeunes générations, en moyenne évidemment. Ils sautent moins haut, courent moins vite et sont moins capables de se débrouiller dans la nature. La table rase inattendue, accidentelle ou pas, de la technologie reste toujours un des scénarios possibles. Or, la transmission de la survie, elle est moralement obligatoire. Gunther Anders écrit « On ne croit pas à l'éventualité d'une fin, on ne voit d'ailleurs pas de fin. La notion de progrès nous a rendus aveugles à l'apocalypse. » Ainsi, l'éducation, c'est aussi de rendre capable de faire face aux imprévus et aux catastrophes qui pourraient remettre en cause nos conditions de vie, dont certaines d'ailleurs se précisent. C'est donc favoriser le développement des capacités créatives de chacun et d'encourager l'inventivité des nouvelles générations. Je saute l'éducation positive parce que je voudrais ajouter que quand un père... je parlais de l'éducation positive, mais on va aller pour qu'on puisse écouter rapidement Alain Petit. Quand un père ou celui qui est un lieu de père n'exerce pas sa fonction, n'exerce pas l'autorité qui lui échoit, il laisse une place à la tyrannie des pères PAIRS, à l'école, dans les lieux de sport, dans la rue. Un éducateur avec qui nous avions fait la petite recherche hier nous l'a bien montré pendant notre entretien. Enfin, on peut dire avec Jean-Michel Carbunard que dans certains cas, l'éducation atteint elle-même une limite. Mais il ne faut pas confondre l'absence d'éducation de l'enfant tout venant avec l'accueil du symptôme de l'enfant qui parle avec son symptôme. C'est un enfant qui ne peut pas s'exprimer dans le cadre que lui donne la société et qui ne peut pas s'exprimer par son symptôme, aussi violent et douloureux soit-il pour lui et pour les autres. Donc cette limite de l'éducation, elle ne remet pas du tout en cause les contraintes qu'il faut mettre en place pour un enfant tout venant au début de sa vie. Je suis frappée aussi par une autre forme de recul auquel on assiste dans le processus de civilisation, c'est la dévalorisation de l'attention portée aux anciens et aux aînés, une désacralisation. Leur parole n'a plus de poids, pas de prise. Les conditions de vie actuelles font qu'ils sont souvent isolés dans un EHPAD, objet parfois même de maltraitance, c'est dans l'actualité souvent. Ils sont de plus en plus souvent éloignés du cercle familial et du cercle de relations auquel ils participaient.
Soumises aux exigences de rentabilité des établissements, les personnes âgées ont peu l'occasion d'exprimer ce qu'elles sont et qui continuent de faire leur humanité. Elles sont pourtant un des chaînons de transmission dans la civilisation. On met en cause les jeunes, mais peut-être que ce sont certains parents, certaines personnes, je ne veux pas qu'on généralise, actuellement en position d'éduquer les jeunes, qui entretiennent cette indifférence, voire le discrédit à l'égard des personnes âgées. De même, ont-ils conscience de ce qu'ils font, ces parents qui pratiquent une forme de copinage avec leurs enfants et n'hésitent pas à contester ou à tourner en dérision les propos des professeurs, des grands-parents, des éducateurs rapportés par leurs enfants, au lieu de se ranger du côté de l'autorité, de la responsabilité, du poids de la transmission, quand il y a lieu de le faire, parce que il peut y avoir des erreurs du côté des professeurs, des grands-parents aussi. Comment ramener ces parents non adultes à la réalité? Comment faire prendre conscience de leur responsabilité de parents alors qu'ils n'ont peut-être jamais eux-mêmes eu de parents adultes? Hier, il y avait quand même une petite lueur liée au travail de William, elle était très consciente de beaucoup de choses. Et le compte-rendu des jeunes de moins de 10 ans avec qui j'avais travaillé, on a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est parce qu'on est déjà au stade des conséquences aperçues d'une génération qui a vraiment tout de suite été dans les réseaux sociaux? Peut-être, on peut l'espérer, que ça participera de ce qu'il faut faire pour changer un peu. Alors pour conclure, pour ce 15e colloque, j'avais souhaité pour moi-même reprendre les titres et le programme de chacun des précédents, et j'ai pu confirmer ce dont j'avais l'impression intuitivement, à savoir que les premières années, nous avons beaucoup travaillé sur la clinique contemporaine, à partir de présentations cliniques, de cas cliniques, de patients dont l'histoire et la singularité des symptômes apprenaient beaucoup à chacun des professionnels présents, autant dans des services de médecine que de psychiatrie. Et petit à petit, nous avons vu la clinique changer et très vite, ce sont ce que j'appellerais des pathologies de société, des symptômes sociaux qui ont pris le devant de la scène et sont venus envahir les cabinets des analystes, certes, des soignants, mais aussi le quotidien des enseignants, des travailleurs sociaux, des juges. Alors, ça s'est encore accéléré et dans nos 3 derniers colloques, les interventions étaient principalement tournées vers ces symptômes sociaux, les violences en étant la part la plus conséquente. Alors, on a l'impression que la singularité du sujet s'est effacée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on met en avant les troubles les dys, les innombrables nouvelles pathologies du dysfonctionnement, plutôt que l'histoire de l'individu et l'individu lui-même. Cette clinique sociale ou sociétale, on ne sait pas bien ce qu'il faut dire, est envahissante et donc elle n'atteint plus seulement l'individu, mais la société et par là la démocratie elle-même peut être en péril. Les cas cliniques qui illustraient la plupart de nos interventions se transforment souvent maintenant en constat du désordre ambiant dans chacune des cellules sociales. Alors je pense que ce que nous redoutions dès nos premiers colloques s'installe malheureusement réellement et que cela va de plus en plus vite. Machiavel disait « Si l'on démasque les maux qui se préparent, on les guérit vite. Si on les laisse croître au point que tout le monde les aperçoit, il n'y a plus de remède. » Alors ne baissons pas les bras et poursuivons d'autant plus nos travaux et nos rencontres, toujours de manière transdisciplinaire, transgénérationnelle, internationale, et allons encore plus près dans la cité, vers ceux qui ne nous entendent pas encore, pour parler d'un langage commun et simple. On essaye de progresser sur cette voie dans nos colloques, de ce qui nous préoccupe et qui les préoccupe tout autant dans leur quotidien. N'hésitons pas à faire des analyses difficiles et aux résultats fort désagréables à admettre, mais indispensables si on veut pouvoir proposer des solutions. Il faut que nous parvenions à mettre en évidence ce que ma génération, la génération de la majorité de ceux qui sont là, à part cette classe qui fait une bouffée de fraîcheur, et les 2, voire 3 générations suivantes, n'ont pas su transmettre, n'ont pas su mettre en place. Rochemont disait « La décadence d'une société
commence quand l'homme se demande « que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « que puis-je faire ?» Alors il nous reste à nous mettre au travail avec un pessimisme opératoire qui cherche à comprendre, mais qui laisse sa place à l'espérance en la capacité des nouvelles générations, quelle charge, à ne pas laisser se détruire le socle commun des normes sans rien faire, surtout pour laisser par exemple celle du marché et celle des réseaux sociaux, comme on l'a vu à travers les interventions de Dany Robert et de William hier, nous l'ont montré, normes qui semblent vraiment plus redoutables que les exigences de civilisation que nous avions à imposer, à offrir, à donner, à transmettre à nos générations suivantes. Voilà, je vous souhaite un bon colloque, je nous souhaite à tous un bon colloque et espérons qu'on va pouvoir éclairer encore un petit peu tous ces points qui nous préoccupent, il faut bien dire ce qui est. Voilà. Alors, nous avons un livre, en effet, des interventions de l'année dernière, du colloque qui s'appelait « Les violences ». Pascal les a fait éditer, c'est un beau livre, et ceux qui veulent peuvent effectivement, le lien entre les colloques, peuvent le voir là-dessus. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Pierre, qui va... Oui, je ne vais pas tenir longtemps, je vais peut-être proposer quelque chose comme ça qui m'est venu en préparant un peu le travail que nous essayons de faire. Micro, Jean-Pierre. Ah, pardon. Regarde. Je ne vais pas durer longtemps, je vais simplement peut-être rappeler petit quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps, comme ça. C'était la publication sur les réseaux sociaux d'un article d'un certain Jean Ferrette, si je prononce bien son nom, qui faisait le compte-rendu d'un colloque qui s'est tenu à Limoges et qui s'est donné comme intitulé « Misopédie, la domination adulte dans les discours contemporains ». Je trouve que cet intitulé est révélatrice de où nous en sommes dans la pensée aujourd'hui. Bien sûr, le propos va apparaître comme stupéfiant dans notre actualité. Restons à la conclusion de l'article. Tout parent est un bourreau qui s'ignore. C'est pourquoi il convient d'imposer dès la crèche des stages de bienveillance parentale et de désadultisation. Ceux-ci auront pour objectif d'éveiller les parents, restez bien assis, c'est pas encore la finie, et au-delà, tous les adultes à la relation, les éveiller à la relation toxique qui les a poussés à faire des enfants sans leur demander leur avis. Écoutez, c'est stupéfiant pour quiconque se demande comment est-ce qu'un enfant pourrait donner son avis alors qu'il n'est pas encore né. Mais la bêtise du propos, et c'est là la nouveauté, a aujourd'hui sa légitimité. De tout temps, des propos aberrants ont été tenus, mais ils étaient en général rapidement identifiés comme tels, alors qu'aujourd'hui, ils se retrouvent légitimés par le social ou par ceux qui en sont les représentants. À titre d'autres exemples, je trouve que dans la collection Tracts, publiée par Gallimard, il y a un numéro qui est consacré aux demandes de pouvoir voter dès qu'on est bébé. Ce qui est ainsi véhiculé. Comme ça, on a l'esprit neuf. Comment ? On a l'esprit neuf. Les effets de cette méprise sont néanmoins opérants. Des propos aberrants trouvent un écho au sein des réseaux sociaux en se présentant comme des indicateurs de ce que l'on pourrait attendre et espérer d'une émancipation menée plus avant. Ce qui est ainsi véhiculé, c'est le fait de pouvoir penser que l'on pourrait se débarrasser de toute domination, telle que l'idéologie actuelle semble le prescrire. Or, précisément, c'est un impossible qui est à cette place, et c'est dès lors le travail d'un chacun de ne pas se laisser croire à ce que cette domination puisse être totalement éliminée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail pour que ça soit, mais c'est ne pas prendre en compte l'enfant, l'infance, celui qui n'est pas encore parlant, justement, que de lui enlever la nécessité, par exemple, d'apprendre la langue de ses premiers autres,
preuve de la domination radicale qu'il doit subir pour devenir sujet. L'autodétermination tellement prisée dans cette idéologie actuelle aboutit à se satisfaire de se rebeller contre la domination plutôt que de devoir reconnaître qu'il s'agit toujours de devoir faire avec elle et de parvenir à partir d'elle à trouver son autonomie. C'est à cet endroit que hier la fonction paternelle permettait que se mette en place la distance à l'égard de la mère, mieux du maternel, et qu'aujourd'hui la dite fonction, étant totalement discréditée du fait de sa référence au patriarcat, n'est plus que porteuse de tous les malheurs du monde. Il n'empêche, le travail de se séparer du maternel reste de mise. Voilà ce que j'ajouterais simplement au propos. Peut-être plus. À l'appui de ton propos, Jean-Pierre, j'avais vu passer dans mes travaux sur biologie et éthique une proposition de garde conjointe d'embryons congelés. Bon. Eh bien, on va